Bonjour, ça va depuis le temps? Eh oui, me revoilà 3 semaines donc, après la dernière vidéo. 3 semaines c'est quand même, ça fait quand même un mois presque. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! En plus la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve pour une vidéo déjà culte. Et oui, parce qu'en attendant la sortie de The Last of Us partie 2, il faut qu'on en parle s'il vous plaît dans les commentaires, il faut qu'on en parle. Je me suis mis à regarder tout et n'importe quoi, à tel point que j'ai maté les Animaux Fantastiques. J'ai maté les Animaux Fantastiques, putain de merde. Quelle indignité. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que je suis le seul à remarquer que notre monde cinématographique part en cacahuète? Alors oui, bien sûr, je ne parle pas du cinéma d'auteur ou du cinéma de Nolan qui, année après année, se perfectionne tel un bon vin. Le vin, c'est la terre. Mais plutôt du cinéma grand public qui peut aller jusqu'à gâcher le potentiel d'un film pour s'introduire plus facilement dans notre société de consommation. Le genre de film qui va compenser son manque de fond par une forte volonté de vous aveugler avec des effets spéciaux dantesques. Eh bien c'est à peu près mon avis sur les Animaux Fantastiques, et vous seriez bien sot de penser que cette franchise n'existe pas pour surfer sur l'énorme succès de la saga Harry Potter. Après, êtes-vous en tort pour autant de penser que tout est à jeter dans ces films? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Avocat du Diable sur les Animaux Fantastiques. I wish to confess. Si vous saviez, j'aimerais tellement, mais vraiment vous faire ressentir l'attachement que j'ai pour l'univers de J.K. Rowling. Vraiment. Je me souviens encore du haut de mes 7 ans, être allé voir le tout premier film Harry Potter au cinéma. Et non conscient du spectacle qui se déroulait devant moi, je n'ai pas arrêté de penser durant toute la séance à s'il était un jour possible de gratter le popcorn de mes voisins. Et là en 2016, 5 ans après la fin grandiose de la saga, on m'annonce le retour de l'univers au cinéma. Génial! L'histoire raconterait la montée en puissance du mage noir Grindelwald, Excellent! à travers les yeux d'un personnage qui serait l'auteur d'un des livres de classe de Harry, Norbert Dragono. Nani? Là dans ma tête, c'est tous les spin-offs et les pré-trilogies foireuses qui chevauchent, laissant place au doute et à la peur. Si l'industrie de la finance facile commence à s'attaquer à ma franchise de cœur, moi je vous le dis, ça va pas le faire. Sachant que l'année dernière, je suis allé voir le retour de Star Wars au cinéma. Et j'ai eu ce sentiment particulier, comme si... vous savez... comme si... On m'a pissé sur la gueule. J'ai vu le film pour la première fois dès sa sortie en salle. Et j'ai... détesté. Bien que ce ne soit pas une vidéo critique de base, je me dois de vous faire une petite aparté pour vous expliquer un petit peu mon propre avis sur le film. Selon moi, l'histoire est noyée entre des personnages qui ne m'intéressent pas. Si Eddie Redmayne ne lui donnait pas cet air un petit peu handicapé, eh bien je ne m'attacherais pas du tout au personnage de Norbert, je pense. Le film essaie de créer du lore, de l'univers étendu si tu préfères, où il n'y en a pas besoin. Du coup ça me perd avec des idées comme ce délire de non-mage là. Et en fait voilà, je sais pas, mais les Animaux Fantastiques dans ce film, j'ai l'impression qu'ils sont là juste pour répondre au titre, parce que l'histoire d'aller rattraper des animaux qui se sont enfuis, ça m'emmerde plus qu'autre chose, et ça me ralentit dans la vraie toile de fond intéressante, à savoir Grindelwald. Pour finir, le film déborde d'incohérences tellement grosses que ça m'étonnerait pas que J.K. Rowling ait donné son accord uniquement pour augmenter son compte en banque. Parce que me sortir Minerva McGonagall dans Les Crimes de Grindelwald, qui se déroule en 1927, quand on a juste à faire quelques recherches pour s'apercevoir que le personnage est né en 1935... Coup de gueule, coup de gueule. Comment ça se fait? Comment? Mais bon voilà, maintenant qu'on a compris que cette franchise n'est qu'une vaste blague, on va pouvoir la défendre sans se prendre la tête. J'ai dû regarder le film 3-4 fois pour commencer à y voir du bon, mais j'ai trouvé, et je pense aujourd'hui pouvoir affirmer passer un bon moment devant les Animaux Fantastiques 1 et 2. La première erreur à ne pas faire en regardant ce film, c'est de s'imaginer regarder du Harry Potter. Car à part le vocabulaire sorcier et les noms liés à l'univers, cette franchise n'a rien à voir. Le point fort de la saga du jeune sorcier est qu'elle a fait son succès autour des enfants de ma génération. Avant d'être une saga légendaire du cinéma, ce sont d'abord des livres qui eux-mêmes ont cartonné dans leur milieu, faisant entre 12 et 15% du chiffre d'affaires annuel de sa maison d'édition à chaque sortie de tome. C'est énorme. Comme ma bite. Dans le milieu littéraire, J.K. Rowling aujourd'hui fait partie des auteurs les plus lus de la planète. Rendez-vous compte, de ma vie, je n'ai lu que les Harry Potter. Je ne lis jamais.
Je n'aime pas ça, je prends pas de plaisir, me posez pas de questions, ça va. Entre ça et tous les enfants capables de s'identifier à un jeune moldu qui apprend qu'il est sorcier et le suivre pendant des années dans le monde magique de Poudlard, la saga d'origine partait déjà gagnante avant même la sortie du premier film. Mention spéciale tout de même à la réalisation de Chris Columbus qui apporte une vraie patte à l'univers. Mais le souci c'est que les animaux fantastiques se basent sur cet univers que tout le monde connaît. Prends quelqu'un qui n'a jamais regardé Harry Potter et il sera complètement perdu en regardant le film. Et ça sans compter l'évolution des générations, entre ceux qui vieillissent et qui ne se sentent plus vraiment concernés par les histoires de sorciers pour enfants, et ceux qui grandissent dans cette époque presque 10 ans après la sortie du dernier film Harry Potter. Niquez vos mères. Wallah, wallah, vous niquez vos mères. Donc à partir de ça, on en déduit facilement que cette saga n'est pas destinée à tout le monde. Un contexte scénaristique va tout de même faire en sorte de récupérer le public manquant, grâce à son fil rouge, séquencé en plusieurs films. En effet, la vraie thématique de cette franchise, c'est l'influence de Gellert Grindelwald sur le monde magique, soit l'Adolf Hitler du monde sorcier. Il a d'ailleurs lui aussi une moustache, on peut le regarder, regardez sur ce plan, c'est beau. Maintenant, si je mets le son de Adolf par-dessus, ça donne... Voilà. Et bon, si tu n'as pas fait tes études dans le caniveau, Adolf Hitler, ça te dit vaguement quelque chose. Et savoir que le monde sorcier a connu son lot de dictatures fascistes, ça t'intéresse. Ici, il n'est pas question de persécution religieuse, mais raciale, entre sorciers et moldus. Et voyez-vous, cette thématique, c'est une chose qu'avec le recul, je prends de plus en plus plaisir à voir se développer. Le racisme ? Bah non, la relation sorcier, moldu, enfin tout ça quoi. Je parlerai du cas de Jacob Kowalski plus tard, parce que c'est durant l'acte final des crimes de Grindelwald que j'ai vraiment pris conscience du traitement de ce rapport, et cela amorcé en fait dès le premier film. On assiste à la scène où Grindelwald dévoile ses craintes par rapport au monde moldu. Se passant en 1927, c'est quasiment 10 ans après la Première Guerre mondiale que les sorciers se mettent vraiment à se poser des questions sur la puissance des non magiques. Les non magiques. Et c'est assez intéressant de se dire que là où l'on était considérés comme des ignorants, faibles et grossiers dans la saga Harry Potter, ici les moldus ont enfin un vrai rôle à jouer. C'est exactement la touche de nouveauté dont cet univers avait besoin. On a suffisamment eu le temps d'explorer le monde magique de l'intérieur, à travers les yeux de Harry, Ron et Hermione. Mais mis à part dans le 7ème film, on n'a jamais vraiment eu de regard extérieur que scolaire à la vie d'un sorcier. Ces mêmes sorciers qui cohabitent, apparemment, en harmonie avec leurs collègues moldus, et ce depuis des générations. Alors avoir une histoire qui traite justement de certaines crises qu'ont pu affronter ces deux mondes dans leur passé, eh ben c'est fortement bien trouvé. Je vous assure qu'avec ce regard porté sur le film, la présence du personnage de Jacob vous sera beaucoup plus rationnelle. À son sujet, j'affirme d'ailleurs dans cette vidéo qu'il est mon personnage préféré de cette nouvelle franchise. En fait, là où je vais être perdu avec des histoires qui ne m'intéressent pas, comme la chasse aux animaux à Central Park par exemple, Jacob va être un petit peu mon marque-page dans tout ce bordel. Il incarne le suivi de la relation entre moldu et sorcier racontée en toile de fond. De la rencontre avec Newt et son approche de l'univers magique dans le premier film, à sa liaison avec Queenie et ses différences qui les opposent dans le second. Le personnage de Jacob évolue en même temps que la thématique des films. La rupture qu'il a avec Queenie à la fin du second opus fait écho à la décision de Grindelwald de s'attaquer aux moldus. Et c'est incroyable la maladresse dont tout ça est raconté. Mea culpa au premier film du coup, parce que si les fans ne s'étaient pas autant offusqués du changement de traitement de l'univers à ce moment-là, la saga aurait pu se construire plus subtilement en prenant le temps de développer proprement ses différents aspects bâclés dans sa suite. Et le problème dans ce genre de franchise spin-off de grosses sagas, c'est qu'il faut créer des personnages iconiques avec un parcours que t'as envie de suivre. Et le personnage de Lethal Lestrange par exemple, qui était plus ou moins teasé dans le premier volet, gâche totalement la sous-intrigue du deuxième. Vous vous souvenez quand je râlais de l'univers étendu qui était intégré un petit peu de manière gratuite dans l'univers ? Eh ben pas totalement, parce qu'il y a vraiment eu du bon, et ça amorcé dès le premier film en fait. Les Obscurus, excellent concept, le ministère de la magie américaine, ça fait un petit peu tâche, mais celui de la France est réussi. Puis j'ai pas de problème avec la présence de nouvelles créatures inédites dans l'univers, au contraire même, j'en suis très content d'en savoir plus. C'est de passer 1h30 à aller les rechercher dans tout New York qui m'énerve. De même pour l'État. C'est cool de prendre le temps de détailler les sales histoires de la famille Lestrange, les manipulations du père, les angoisses de la fille, mais quand tu arrives à la fin de cette sous-intrigue, eh bien ça ne t'avance à rien et tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Ça ne sert pas le propos du film, ça ne sert pas l'attachement émotionnel du personnage puisque 10 minutes plus tard, spoiler, elle meurt, et puis quand t'arrives vraiment à la fin, je suis désolé mais que ce soit le spectateur ou les personnages, tout le monde s'en bat les steaks. Bah, en vrai, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois.
on est vraiment très loin des sous-intrigues sur Tom Jedusor, parce que pour le coup, ça servait le récit. Alors oui, ok, cette intrigue légitimise croyance, qui se retrouve baptisée d'un nom fanservice à la fin du film, mais soyons honnêtes, il n'avait pas besoin de tout ce cheminement pour en arriver là. Pourquoi autant de blabla dans les animaux fantastiques ? Pourtant ça parlait aussi dans Harry Potter, mais bizarrement c'était bien plus intéressant. Premièrement, parce que l'on a vieilli, et que nous ne sommes plus aussi naïfs et influençables qu'à l'âge de nos 10 ans. Il a raison. Et deuxièmement, parce que la forme est différente, alors que le fond reste le même. Dans les deux sagas, nous sommes sur du thriller fantastique. C'est des enquêtes, des indices, des témoins. Dans un sens, c'est policier comme franchise. Seulement, Harry Potter va avoir droit à un côté plus attachant, équivalent à du Club des 5. C'est des enfants qui, malgré leurs jeunes années, vont sauver leur école à maintes reprises, jusqu'à sauver le monde à la toute fin. Dans les animaux fantastiques, ça ressemble plus à du Sherlock Holmes, ou à tous les films dans ce genre-là. En soi, ce n'est pas mauvais, mais y a rien de vraiment original, quoi. À part la magie. Mais même ça, c'est pas eux. Donc des fois, ça donne des scènes familières. Comme Newt, qui reconstitue la scène du cirque à Paris pour savoir où ont été enlevés Merry et Pipin. Bon, c'est vrai que je tacle un petit peu le film et que je le défends pas assez, là. Mais, pour en revenir sur le personnage de Newt, justement, point positif, je pense que c'est un meilleur héros que Harry Potter. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Harry, c'est juste un gars qui a atterri là par hasard. C'est un héros parce que le scénario a besoin que ce soit un héros. Sans ça, c'est juste un petit con arrogant. On dit que c'est un puissant sorcier qui a vaincu Voldemort, blablabla. Et mes couilles sur ton nez. Eh ouais, j'aime pas Harry, moi. Je déteste ce mec. Newt, c'est un héros parce que ses connaissances lui permettent d'en être un. Il ne s'intéresse ni au pouvoir ni à la célébrité. Lui, il veut juste s'occuper de ses nifleurs, merde. C'est un anti-héros dans le sens positif du terme. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Par exemple, Wolverine, c'est un anti-héros parce que, à la base, c'est un enfoiré qui ne pense qu'à lui et qui se retrouve à aider la veuve et l'orphelin par un concours de circonstances. Norbert est un héros au quotidien, en s'occupant de ses animaux, mais qui va se retrouver à devoir aider le monde sorcier par la force des choses. Pendant qu'à côté, voilà, t'as des histoires comme Hagrid qui tombe dans la soupe de Harry et qui lui dit « Tu es un sorcier, Harry. » Piston. Les Animaux Fantastiques est une franchise qui prend beaucoup de temps pour raconter sa toile de fond. Et pourtant, les films méritent bien plus d'intérêt que ce que les fans leur ont accordé jusque-là. Bien que certaines parties des films me fassent encore grincer les dents, il y en a d'autres qui m'intéressent bien plus que certains films Harry Potter. Cette franchise a du potentiel, et elle devrait continuer à essayer de se trouver une vraie patte originale pour se démarquer dans ce pot-au-feu de blockbuster moderne. De ce que l'on sait aujourd'hui, le troisième film qui a été repoussé jusqu'en 2021 n'a plus fait parler de lui depuis le décalage de son tournage suite à la crise du Covid. L'histoire était censée se dérouler au Brésil. Et je ne vous cache pas que malgré l'accueil critique que les films ont reçu, je suis assez hypé par le mode de vie des sorciers sud-américains. C'est pourquoi j'irai sûrement voir l'épisode 3 au cinéma et que je continuerai à suivre la franchise malgré mon rejet de fans abjects. Si ce deuxième épisode de l'Avocat du Diable t'a plu, tu peux évidemment soutenir mon travail en lâchant un pouce bleu, parce que les pouces bleus, vous le savez, j'adore ça. Tu peux évidemment aussi t'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. Ouais, ça vaut toujours le coup. J'espère que cette vidéo te fera voir le film différemment. Sur ce, je vous laisse. Ciao.